Malgré les progrès de la médecine, de la technique, de la science, nous fabriquons une humanité de malades. À l'horizon 2020-2030, un quart de la population américaine et européenne aura plus de 65 ans. Et la moitié de cette population sera malade. En gros, 3 grandes pathologies se dessinent à l'horizon. Ce sont les maladies neurodégénératives, ce sont l'ostéoporose, c'est également les maladies métaboliques et cardiovasculaires, que j'ai réunies en une seule pathologie parce qu'elles ont les mêmes déterminants biologiques. Les grands processus pathogéniques qui construisent ces maladies sont les mêmes. Ces maladies partagent les mêmes processus pathogéniques. Ce sont la surcharge métabolique, l'inflammation et le stress oxydant. La surcharge métabolique, elle est liée à notre nutrition. Nous avons un organe qui est le pancréas. Le pancréas est l'organe du patrimoine. Parce que lorsque nous mangeons, nous ingérons un être vivant et nous nous l'approprions. Le pancréas, il fonctionne de 2 façons. D'abord, il va réduire cet être vivant dans la lumière de notre tube digestif en nutriments simples, en molécules simples, qui sont des acides aminés, des oses, des acides gras. Nous allons l'absorber et donc le faire passer dans le sang circulant. Le pancréas endocrine, à ce moment-là, intervient avec l'insuline pour les incorporer dans le tissu. Donc nous avons dégradé un organisme pour l'incorporer dans le propre tissu. Et l'insuline est l'acteur majeur, justement, de cette intégration. Auparavant, nous, avant les mammifères, nous avions un récepteur à l'insuline qui nous donnait une séquence nutrition, croissance, reproduction, mort. Il y a à peu près 150 à 200 millions d'années, nous avons dupliqué ce récepteur à l'insuline. Et nous l'avons dupliqué en créant un autre récepteur, le premier étant le récepteur à l'insuline A, le récepteur à l'insuline B. Et ce récepteur à l'insuline B, nous lui avons donné une fonction proprement métabolique. Pas de croissance, pas de reproduction, ce qui nous a permis d'allonger notre espérance de vie. On l'a fait simplement en modifiant la transcription du gène par un phénomène, ce qu'on appelle un phénomène de splicing, c'est-à-dire que nous avons intégré dans la protéine un exon supplémentaire. Et nous avons développé de cette façon-là une autre voie de signalisation. Qu'est-ce que j'entends par voie de signalisation ? Une voie de signalisation, c'est en réalité une voie qui va transmettre un message qui arrive à la membrane jusqu'au noyau. Le noyau étant le génome, et ce messager qui va aller au niveau du génome va réorienter la physiologie de la cellule. Nous avons, avec l'insuline, 2 grandes voies de signalisation. Une première voie qui est une voie métabolique, qui elle est stimulée lorsqu'on a des taux faibles d'insuline quand on est en bonne santé, et une deuxième voie qui est la voie de la MAP kinase, qui est une voie de la croissance, de la prolifération, de l'inflammation. Quand on sécrète trop d'insuline, qu'on est en état de ce qu'on appelle d'insulinorésistance, on va stimuler la première voie et la deuxième voie. Comment ça se produit ? Lorsque nous stimulons la voie métabolique qui va permettre à l'insuline d'intégrer dans le tissu ce que nous venons de manger, la première réponse que fournit l'insuline, que fournit la cellule, c'est de transloquer le transporteur du glucose, qu'on appelle le GLUT4. Suivez-moi bien. Transloquer, c'est-à-dire l'exprimer au niveau de la membrane. Ce transporteur du glucose va permettre justement au glucose de rentrer dans la cellule. À ce moment-là, le sucre du sang va diminuer, le pancréas ne sécrétera plus d'insuline. Mais quand nous avons des cellules qui sont surchargées métaboliquement, cet effet, cette translocation ne se produit pas. Le glucose vient plétiner au portillon et il va de nouveau stimuler le pancréas. Le pancréas va se fâcher,
va sécréter encore davantage d'insuline et on va avoir un état d'hyperinsulinisme qui va encore saturer davantage la cellule et stimuler des mécanismes d'inflammation et de prolifération. L'insuline, lorsqu'elle stimule la voie métabolique, va stimuler la lipogénèse. Ce que j'appelle la lipogénèse, c'est-à-dire la fabrication de graisse à l'intérieur de la cellule. Cette fabrication de graisse, elle se fait à partir de l'incorporation des acides gras dans des triglycérides. Ces triglycérides vont s'agglomérer en gouttelettes lipidiques. Ainsi, une charge importante à l'insuline va créer au sein de l'espace cellulaire un petit bassin. Un bassin de ce qu'on appelle les lipides droplets, c'est-à-dire des gouttelettes lipidiques. Ces gouttelettes lipidiques ne sont pas inertes. Elles vont subir un cycle ininterrompu d'hydrolyse et de réestérification. Mes triglycérides, je les hydrolyse en acide gras et je les réestérifie justement en triglycérides. À partir de là, je vais dégager de la chaleur qui est utile à la physiologie cellulaire. Mais au cours justement de ce cycle ininterrompu, je vais produire des métabolites intermédiaires. Et ces métabolites intermédiaires vont être favorables à des mécanismes dégénératifs pour la cellule, c'est-à-dire l'inflammation, la prolifération, le vieillissement. Quand je parle de cette diapo à ma responsable de communication, je parle de roue de l'infortune. Et l'insuline en excès favorise cette roue de l'infortune à l'intérieur de la cellule. Je vous ai exposé donc le premier processus pathogénique, qui est la surcharge métabolique. Il y a un deuxième processus pathogénique qui est l'inflammation. L'inflammation, c'est quelque chose que tout le monde connaît, qui est un phénomène réparateur. C'est un phénomène réparateur lorsqu'un tissu est attaqué, soit par un traumatisme physique, soit par une agression physique, soit par un agent infectieux, soit par un agent auto-immun. Ce processus réparateur, c'est le phénomène que l'on peut voir, qui est celui de tumeur, rubor, calor, dolor, perte de fonction. Et en même temps, on va avoir un phénomène de congestion vasculaire. Ce qu'on est phénomène de congestion vasculaire va entraîner une vasodilatation et une pénétration du plasma et des cellules de leucocytes comme les macrophages, les monocytes, les polynucléaires sur le tissu lésé, avec des cytokines et également des molécules d'adhésion. Ces molécules d'adhésion, c'est elles qui vont permettre justement à ces cellules d'arriver au niveau des tissus lésés. Et il y a également des chémokines qui sont des molécules d'appel qui vont appeler ces cellules inflammatoires pour qu'elles tempèrent également et qu'elles détruisent l'agent infectieux ou autrement les foyers d'attrition tissulaire. Par la suite, il va y avoir une détertion. Cette détertion, elle va se passer au niveau du tissu et il va y avoir ensuite une troisième phase de restauration du tissu avec une réparation. Interviennent à ce moment-là des fibroblastes et également des facteurs de croissance. Là, nous avons également sur cette diapo le phénomène de l'inflammation. Cette inflammation, c'est un phénomène qui est multitissu, multicellule, multimoléculaire. Mais également, c'est un phénomène cellulaire, c'est-à-dire qu'aux portes de la cellule, nous avons des récepteurs particuliers, des récepteurs pour ces médiateurs d'inflammation. On en connaît plusieurs, comme par exemple le tumor necrosis factor et l'interleukine 1-bêta. Également, nous avons des récepteurs, des toll-like récepteurs. Mais quand ces récepteurs sont stimulés notamment par ces médiateurs, par ces cytokines, ils vont induire au niveau de la cellule un phénotype déviant, un phénotype inflammatoire. Ce qui veut dire que l'inflammation est un phénotype cellulaire. C'est un mode de fonctionnement de la cellule. Et à partir de là, la cellule va abandonner son mode, son comportement traditionnel pour rentrer dans un comportement, un phénotype inflammatoire. Le phénotype inflammatoire va amplifier la réaction et va perturber tout l'environnement de la cellule.